Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, quelqu'un que vous connaissez déjà et que j'ai le plaisir d'avoir une nouvelle fois. Je vous parle de son œuvre d'économiste hétérodoxe souvent, parce que euh, une œuvre pour laquelle j'ai la plus haute considération. Michel Santi. Michel Santi, bonsoir. Enfin, Bonsoir, Pierre-Yves. donc, euh, je profite de cet entretien pour rebondir sur un petit fait d'actualité personnelle qui vous concerne et qui est directement dans la lignée de notre dernier entretien sur ce qui se passait en Suisse, entre autres. Et j'ai appris que vous posiez votre candidature à la banque, à la Banque centrale suisse. Et je voulais que vous nous en disiez deux mots, c'est-à-dire comment ça se passe, ce type de candidature, et pourquoi vous avez décidé de le faire? Eh bien, écoutez, vous m'aviez aimablement invité l'année dernière lorsque j'avais sorti mon livre. Donc, BNS, Banque nationale suisse, rien ne va plus. Une banque centrale ne devrait pas faire cela. Dans le livre dans lequel j'avais décortiqué euh, les actions de la Banque centrale suisse, et où j'avais trouvé, à mon grand étonnement, que la banque centrale de ce pays très conservateur s'était lancée dans des spéculations effrénées sous prétexte de, de protéger le franc suisse et de contrer l'inflation. Enfin, donc je renvoie à cet ouvrage. Et pour répondre à votre question, ben écoutez, le président de la Banque centrale a démissionné il y a un mois et demi. Peut-être un petit peu sous la pression modestement de mon livre, qui a eu quand même des échos dans le sens où je suis quand même le premier économiste suisse, je suis franco-suisse, mais donc je suis le premier économiste suisse à avoir produit un ouvrage éthique par rapport à une institution vénérable comme la Banque nationale suisse qui est très crainte dans le pays. Et ma candidature donc à ce poste était une suite logique par rapport à, à la rédaction de mon livre. Donc je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas fait dans le sens où dans mon ouvrage j'ai évidemment dressé un diagnostic, mais j'ai également donné des pistes pour redresser la situation de la Banque centrale et pour surtout la mener dans une voie qui soit vers plus de transparence, parce que ce qui m'a choqué dans le pays de la démocratie directe qu'est la Suisse, c'est que sa banque centrale était une des plus opaques au monde. Donc voilà pourquoi j'ai présenté ma candidature dans un process qui est lui aussi d'un manque de transparence absolue, puisque bon, il n'y a pas d'élection pour élire le président de la Banque centrale, mais ça c'est un peu normal. Cela dit, la nomination du président se fait par des cheminements un petit peu tortueux, dans le sens où c'est la Banque centrale elle-même qui propose le nom de son futur président au gouvernement suisse, qui lui ne fait que mettre son tampon dessus. Donc en fait, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le Parlement qui décide du futur banquier central, du futur président de la Banque centrale. C'est de la Banque centrale elle-même qu'est proposé le nom auprès du Conseil fédéral, qui est l'exécutif helvétique. Donc voilà, j'ai proposé spontanément ma candidature, ce qui est un fait nouveau, puisque personne jusque-là n'avait osé proposer son nom euh, dans un process qui, je le répète, est très sélectif, donc pour ne pas dire plus. Voilà. Justement, c'est là où, à titre personnel, je trouverais assez remarquable que ce processus aille jusqu'au bout. C'est la Suisse gagnerait un homme d'expérience et d'une expérience internationale auquel d'ailleurs qu'elle, qu'elle, dont elle pourrait profiter parce que euh, si vous voulez, la Suisse est engagée dans la multipolarité.
peut-être même beaucoup plus que énormément d'États européens. Donc, en tout cas, elle est plus libre vis-à-vis du monde émergent. Ça se discute. Elle a participé à, on en reparlera sur le cas ukrainien, mais elle a participé, entre autres, aux affaires des avoirs qui, à mon avis, n'en restera pas là. En tout cas, les Russes feront en sorte que ça n'en reste pas là. Mais, si vous voulez, elle pourrait profiter de votre connaissance des affaires internationales. C'est d'ailleurs sur ce point-là que je voulais vous interroger, parce que je crois que vous avez une expérience personnelle, euh, disons, historique et peut-être même assez lourde, pour pas dire, certainement avec un lot de tristesse ou de drame, vis-à-vis du Moyen-Orient et particulièrement du Liban. Comment vous regardez la situation actuelle? Parce que là, comment dire, tout le monde voit se dessiner un affrontement Israël-Iran. L'armée israélienne est depuis 6 mois dans Gaza maintenant. Alors, vu le ratio de morts, il y a très peu d'attaques au sol, hein. C'est un bombardement aérien d'une violence qui est quand même, enfin, dont ça se voit dans le ratio des victimes, hein, quoi qu'on en pense par ailleurs. Mais vous qui connaissez bien cette région, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Écoutez, oui, je connais bien la région. Je connais très bien la région puisque je suis né au Liban. J'y suis resté les 14 premières années de ma vie. J'ai ensuite habité en Arabie Saoudite, à Bahreïn, au Koweït, en Égypte, en Syrie, en Turquie, qui n'est pas un pays arabe, mais qui est un pays musulman. Donc, bon, je veux parler du Liban d'abord. Le Liban étant subi une descente aux enfers infernale, si j'ose dire, depuis 2019, très tristement, qui affecte très profondément la population de ce pays, qu'elle y vive ou la diaspora, qui, comme vous le savez, est très très liée aux habitants du pays. Je rappelle, le Liban, c'est 3 millions de Libanais qui habitent au Liban, mais c'est 6 à 7 millions de Libanais qui sont hors du Liban, avec une diaspora euh, qui a un très bon niveau d'éducation Mmh. et qui généralement a un très bon niveau financier. Euh, qui est très solidaire, aussi bien solidaire entre elles, les diasporas, les Libanais qui sont à l'étranger, qu'avec ceux qui sont restés, celles et ceux qui sont restés au pays. Je voudrais vous dire d'emblée, connaissant bien le pays et étant, je veux dire, de mère libanaise, donc je peux me permettre de porter ce jugement. Ce qui arrive au Liban et aux Libanais n'est que de la faute du Liban et que de la faute des Libanais. Donc là, je parle depuis le déclenchement de la guerre civile en 1975. Les Libanais ont une manie malsaine, comme toutes les manies, c'est de toujours euh, vouloir céder à la théorie du complot, c'est-à-dire penser que ce qui se passe dans leur pays est la faute de l'étranger. Alors que ce soit la faute des États-Unis, que ce soit la faute de la Syrie, que ce soit la faute des pays arabes ou d'Israël, des Palestiniens. Euh, Bien sûr, le Liban est un pays qui a toujours été sous influence, mais c'est ça, c'est depuis l'époque des Phéniciens, parce que c'est un carrefour. Cette terre est un carrefour. Mais le Liban et les Libanais, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis donc la fin du mandat français, n'ont jamais su gérer leur pays et ont cru s'en sortir avec des pirouettes. Et ce qui se passe actuellement n'est pas très très différent dans le sens où au démarrage de la dernière crise en date qui a commencé en septembre 2019, il y a eu un semblant de réveil civil. Et tout ça, ça a fait pchit, comme dirait l'autre.
Et malheureusement, on est retombé déjà depuis un certain temps dans les réflexes sectoriels, sectariens. Je parle des sectes religieuses et des différentes factions religieuses qui ont chacune leur clientèle. Et en finalité, voilà, les réflexes, les réflexes des Libanais, c'est de revenir, de retomber dans leur réflexe sectarien. Et ce pays est un éternel recommencement en termes de souffrance. Alors, bien sûr, maintenant, bon, il y a eu l'explosion au port de Beyrouth, historique. Elle aussi, malheureusement, le Liban enchaîne les records historiques, dont la dernière l'explosion au port fut un record de tragédie. Et là, depuis le 7 octobre, donc pour en revenir à une vision plus régionale, depuis le 7 octobre, au Liban, il y a un regain de déchéance économique et financière, ça c'est incontestable. Mais il y a également ce qu'on n'avait pas vu, ce qu'on n'avait pas connu depuis très très longtemps au Liban. Même pendant la guerre civile, il y a un déchaînement de violence et d'insécurité. Il y a des cambriolages criminels qui se passent un petit peu partout dans Beyrouth et dans le reste du Liban, à vocation uniquement, je veux dire uniquement pour voler, parce que c'est cette misère qui s'étend partout, à travers tout le pays. La jadis classe moyenne libanaise n'existe plus. Il y a un contraste au niveau d'une infime élite extraordinairement riche, mais infime, et un océan de population qui était jadis bien éduquée, qui avait un niveau de vie tout à fait correct, et qui maintenant n'a plus rien, n'a plus rien. Et la seule chose sur laquelle ils peuvent encore un petit peu compter, c'est un peu d'argent qui vient de la diaspora, puisque je vous le rappelle, les dépôts bancaires au Liban ont fondu de 100%. C'est très simple. Il n'y a plus d'argent dans les banques au Liban. Le président de la Banque centrale est mis en accusation pour de multiples chefs, etc. Je ne veux pas revenir sur cela. La Banque centrale n'a virtuellement plus aucune réserve et l'insécurité règne, ce qui n'était jamais arrivé au Liban, même pendant la guerre civile, puisque pendant la guerre civile, il y avait les différentes milices, qu'elles aient été chrétiennes, musulmanes, ou alors les Palestiniens qui contrôlaient à un moment le pays, ou les Syriens qui contrôlaient à certains moments le pays, maintenaient quand même la sécurité dans les régions qu'ils occupaient ou qu'ils défendaient. Là, ce n'est plus du tout le cas. Là, c'est le chacun pour soi depuis le 7 octobre. Et le Liban est un pays qui est devenu vraiment officiellement complètement à la dérive, avec une descente aux enfers qui n'est peut-être pas finie, puisque vous le citiez tout à l'heure. Donc, il est très possible que le sud du Liban, qui est dominé donc par le Hezbollah chiite, entre officiellement en guerre contre Israël. Je rappelle que l'État d'Israël ne craint pas tant l'Iran que le Hezbollah. Oui. L'Iran est quand même assez loin géographiquement, alors que le Hezbollah est juste là, et que les dizaines de milliers de missiles du Hezbollah qui peuvent être tirés depuis le sud du Liban peuvent atteindre très facilement non seulement le nord d'Israël, mais Tel Aviv, Jérusalem, etc. Et donc là, il risque fort d'y avoir une flambée désastreuse, bien sûr, pour la région, mais ça risque d'être le coup de grâce pour le Liban. Parce que, si vous voulez, il y a une tension, si vous voulez, on est face à des acteurs qui sont chacun un agenda en tension. Moi, j'ai interprété le 7 octobre comme une tentative pour le Hamas de sortir de son isolement
particulièrement de son isolement financier, pour tenter de mettre un coup de canif dans l'accord d'Abraham qui le marginalisait. C'est en partie une réussite, en partie un échec, parce que ça n'a pas fait dévier ni le rapprochement israélo-saoudien, ni ça n'a pas non plus fait dévier, disons, le, le, le rapprochement, c'est beaucoup dire, mais disons, l'entrée d'un certain nombre de pays arabes dans une politique que je qualifierais d'as-sioniste, c'est-à-dire Israël existe, point. Voilà, il faut s'y faire. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai interprété sur la base des documents et des informations que j'avais. Je ne suis pas certain que cette interprétation ne soit pas, en tout cas en partie, du moins, une interprétation juste. Mais il y a une crise systémique du système israélien, ça c'est très net, et avec des rebonds vers la situation iranienne. Si vous voulez, le problème, c'est la théorie de l'engrenage au Moyen-Orient. C'est-à-dire que, à force que chacun vive de la tension avec une autre qui est qu'une petite tension, on accumule des tensions et à la fin, il y a un embrasement régional. Ça, en tout cas, c'est comme ça que je vois la situation. Mais pour vous, vous avez tout à fait raison de souligner que la première victime d'un affrontement israélo-iranien, c'est le Liban. Ça achèverait le Liban. Ça, c'est Et clair. l'affrontement va venir, c'est inéluctable. On va y venir. C'est juste une question de Vous le pensez? temps, bien sûr. Écoutez, je, je sens depuis des mois une montée en tension mondiale. Euh, je veux dire, je suis un observateur comme vous du monde dans lequel nous évoluons, aussi bien du point de vue économique, financier que bien sûr géopolitique. J'ai ça dans mes gènes, puisque je suis aussi quand même euh, à moitié libanais, à moitié français. Donc, le 7 octobre, j'ai immédiatement pensé à une chose. On n'a pas tous pris la mesure de l'événement tout de suite le 7 octobre, mais j'ai tout de suite immédiatement pensé euh, que c'était un coup qui devait être porté par le Hamas parce que sinon, il était complètement marginalisé par les accords d'Abraham. Complètement. Hmm. Et donc, J'ai eu le même réflexe. on était à quelques jours de la finalisation, de l'officialisation des relations entre l'Arabie saoudite, qui est le gardien des lieux saints de Mecque, et Israël. On était à quelques jours, vraiment textuellement, de cet accord-là. Tout à fait. Donc, c'était l'attaque de la dernière chance pour le Hamas, pour que, pour faire en sorte que non seulement la cause palestinienne reste d'actualité, mais au-delà que leur existence même euh, ne soit pas remise en question. Je parle du Hamas. Bien sûr, tout à fait. Ils ont Maintenant, avant tout fait ça pour eux, hein. voilà. Maintenant, il y a un point qui est très important, c'est que vous avez dit que les accords seraient toujours en suspens, que les pays du Golfe et d'Arabie sont toujours, entre guillemets, partants pour cette paix. Moi, je voudrais, Certains, certains. moi, je voudrais vous dire non dès le départ, parce que les chefs d'État, les princes régnants, les rois régnants, oui, bien sûr, sont toujours pour un rapprochement avec Israël. Mais même avant le 7 octobre, vous posiez la question à la rue saoudienne, à la rue émirati. Et quand je dis la rue saoudienne et la rue Hmm. émirati, c'est les Ça, vrais c'est juste. Saoudiens, c'est les vrais Émiratis. Ce n'est pas le peuple jordanien qui n'est pas riche comme les Émiratis, les Saoudiens de nationalité. Vous posiez la question aux Irakiens, vous posiez la question aux Syriens, bien sûr, euh, mais vous posiez la question donc aux Émiratis et aux Saoudiens. Ils vous disaient non, on n'est pas d'accord pour que notre Oui, ça, pays, c'est juste.
très juste. les Émirats et que l'Arabie saoudite fasse la paix avec Israël. Donc, alors, il vous disait relations économiques, certes, mais pas la paix. Du reste, un signe infaillible était que lorsqu'il y a eu les échanges d'ambassadeurs de diplomates entre les Émirats et Israël, le nombre de touristes israéliens qui allaient à Dubaï, par exemple, était sans commune mesure par rapport aux touristes émiratis qui se rendaient en Israël. Donc c'est Hmm. un rapport de 1 à 100 pour vous montrer cette dichotomie qu'il y avait entre la population de ces pays-là et leur chef d'État. Bon, donc je sens une montée en tension qui est très forte et qui dépasse largement le simple cadre qui est déjà bien sûr énorme du Proche et du Moyen-Orient, parce il y a des, je veux dire, tout est Oui, tout à lié. fait. Euh, il est impossible de ne pas être influencé, de ne pas sentir de ne pas se sentir le souffle coupé, j'ai envie de dire. Moi, j'ai le souffle coupé par rapport à tout ce qui est en train de monter en tension au Proche au Moyen-Orient, en Europe et aussi dans une région qui est peut-être un peu moins scrutée par les Européens, par la Chine. Donc, il y a une conjonction astrale qui est en train de se mettre en place. Un pays comme le Japon, un pays comme le Japon qui a été d'un pacifisme inouï depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et comme on le comprend, du reste, il était obligé d'être pacifique à cause des États-Unis, bon, ou à cause des États-Unis, donc suite à leur défaite de la Seconde Guerre mondiale. Un pays comme le Japon est en train de se réarmer comme pas possible Il a l'une depuis 2022. des marines de guerre avec un des plus hauts budgets pour une marine de guerre. Voilà, donc vous voyez que même des pays pacifistes L'Asie s'arme de manière délirante. et un pays vieillissant, en plus, comme le Japon, Hmm. euh, euh, redevient, je ne dirais pas belliqueux, parce que ça serait dire que le Japon va faire la guerre, c'est pas le cas, mais il y a une montée en puissance Hmm. euh, de quelque chose qui est en train de se mettre en place. J'espère que j'ai tort, mais c'est très dangereux. Il y a une lourdeur dans l'air. Il y a une Oui, lourdeur dans l'air. Prenez l'exemple qui est le vis-à-vis parce que quand vous interrogez le français le français lambda qui bosse, etc. Il y a quand même deux sujets de relations extérieures qui l'inquiètent un peu. Le Proche-Orient un peu, l'Ukraine beaucoup. bien Parce que, sûr. Et pour cause. et pour cause, parce que on en est à des menaces verbales à peine voilées. Là, Alain Juillet, qui est quand même tout sauf un rigolo, c'est un des anciens patrons des services spéciaux français, table sur 1,5 million de hors de combat, donc ça fait quand même 5 fois la guerre de Syrie. Ça fait vraiment une guerre de très haute intensité sur le sol des différentes nations européennes. Et, euh, et on se tourne déjà, on ziote déjà ce qui pourrait arriver à Taïwan. Tout le monde attend le prochain conflit en se disant cette fois-ci, c'est peut-être la bonne. C'est, c'est un scénario de somnambule. C'est-à-dire tout le monde a intériorisé. Je vais vous donner un Oui, exemple simple sur lequel je vais vous faire réagir. Tout le monde a par exemple le piège de Thucydide à la bouche. Les États-Unis et la Chine finiront bien par s'entre-étrangler. Est-ce qu'on imagine ce que c'est une guerre sino-américaine? Vous voyez, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas le fait qu'on se soit mis dans une pensée de la guerre? C'est-à-dire qu'on mhm, on s'est dit, et puis finalement, l'économie, on n'y arrive plus, depuis 2008, on n'y arrive plus. mhm. Et si, une bonne guerre, comme disait Papy, et si, est-ce qu'il n'y a pas
un côté prophétie réalisatrice de funambule ou de maboule derrière tout ça? Ou est-ce que Écoutez, pour vous, il y a quelque chose de rationnel dans tout ce qui est en train d'arriver? mais non, il n'y a rien de rationnel. Évidemment qu'il n'y a rien de rationnel. Il y a des jeux de pouvoir qui sont derrière tout cela. Il y a de grandes divisions qui sont à l'œuvre. Je ne parle pas de scission géopolitique, je parle de grandes divisions. Je veux dire, on parlait d'Israël. Israël est un pays terriblement divisé au sein même du pays. Oui, une Les crise de... Palestiniens sont un peuple terriblement divisé. Du reste, ils ne se supportent pas entre le Hamas et l'autorité, ce qu'on appelle l'autorité palestinienne qui est moribonde. Les États-Unis, qui sont un pays que je connais très très bien, euh, n'ont jamais été aussi divisés depuis la guerre de sécession. Oui, ça c'est très bien. Quel que soit le président qui soit élu, qui sera élu à la fin de cette année. Mais alors, je peux vous dire ça de source sûre, parce que je connais beaucoup d'Américains à des postes importants dans le privé ou dans le public, euh, dans un camp et dans l'autre. Ce qui me frappe énormément, c'est que quel que soit le président, me dit-on, qui sera élu en novembre, ce ne sera pas notre président, me dit-on. Et La guerre civile est dans les têtes. je connais un certain nombre d'Américains, que ce soit des démocrates ou des républicains, et pas des jeunes, qui m'ont dit, les yeux dans les yeux, si Trump est élu, je quitte les États-Unis. D'autres qui me disent, si Biden est élu, je quitte les États-Unis. Donc, les divisions sont là. En Europe, l'Europe ce qu'on appelle l'Union européenne, en fait, je veux dire, je ne sais pas si c'est à cause de problèmes économiques déclenchés par la guerre russe-Ukraine, mais l'Europe est tout à fait plus désunie que jamais. Le discours de Monsieur Macron d'hier euh, je veux dire, est une illusion dans le sens où Au minimum, il veut nous faire croire que nous pourrions tous nous mettre main dans la main pour ensuite faire front à un ennemi, contre un ennemi commun. Mais ce que notre exécutif actuel, sans vouloir dire des noms, ne nous dit pas, c'est que la France est plus loin que jamais de l'Allemagne et vice-versa. hmm, Plus loin que jamais. Nos intérêts sont plus que jamais divergents. hmm, Je veux dire, la divergence a éclaté au grand jour. Vous parliez tout à l'heure de 2008, lors de la crise des dettes souveraines, à partir de 2009-2010, bien sûr. La France et l'Allemagne tiraient chacune de leur côté. La France pour encourager l'Allemagne de consommer un peu plus, l'Allemagne pour que la France et les pays dits du Club Med dépensent moins d'argent. Mais là, avec l'Allemagne est dans un pétrin invraisemblable parce que elle ne peut plus acheter son énergie à bas prix comme elle le faisait auparavant, parce qu'elle ne peut plus vendre ses voitures en Chine, vu que, euh, euh, vu que la Chine maintenant produit beaucoup plus de voitures électriques que l'Allemagne qui n'en produit pas du tout. Donc, je lisais des statistiques aujourd'hui encore disant que l'industrie de la voiture électrique en Chine sera bientôt la première au monde, bien avant Tesla, et que les diverses entreprises de fabrication d'automobiles en Chine ne fabriquent pas du tout de moteurs traditionnels. C'est juste de l'électrique. Donc, l'Allemagne n'a plus de débouchés pour ses voitures, pour ses Mercedes, pour ses BM, parce qu'elle est très en retard au niveau de l'électrique et parce que ses prix sont beaucoup plus chers que ce que les Chinois peuvent acheter dans leur propre marché. Donc l'Allemagne euh, est un pays qui est en train de surnager difficilement et ses intérêts sont plus que jamais divergents de la France aujourd'hui. Donc il y a des grandes lignes de division qui dominent notre monde aujourd'hui, non seulement des lignes
je dirais, idéologiques qui divisent, par exemple, les États-Unis de la Chine, ça cela va de soi, qui divisent la Russie de l'Ukraine et des pays qui soutiennent l'Ukraine, mais il y a également des divisions intra-européennes, intra-américaines, intra-chinoises, puisque voilà, Chine-Taïwan, c'est Entre quasiment le même Chine. peuple. Tout cela mis en bout à bout donne une atmosphère étincelante. Oui, chacun exportant son mal-être intérieur dans sa politique étrangère. Oui. Justement, on va terminer sur ce dossier-là, parce que vous avez fait un déplacement, une mission peut-être, il n'y a pas longtemps, euh, dans, dans un continent qui, moi, m'est cher et je suis très critique des autorités de mon pays de ne pas, et de notre pays de ne pas être beaucoup plus attentif, sachant que le premier voisin terrestre de la France est quand même le Brésil. Il s'agit de l'Amérique latine. Par nos terres de Guyane, hein, c'est notre plus grand voisin terrestre. Oui. Et vous avez fait un déplacement en Argentine. Alors, parce que, et je voulais vraiment l'œil du professionnel que vous êtes, c'est que parce que sur le cas argentin, on a tout entendu. Hmm. C'est-à-dire, enfin, ça y est, les libertariens ont un vrai pays pour vous dire qu'ils avaient raison et que vous aviez tort. Ça, je l'entends de toute une part de la droite française mezzo voce. Pour d'autres, c'est encore un mal coiffé populiste et fasciste. Et enfin, pour d'autres, qui c'est ce clown? L'Argentine qui déjà voit mourir ce continent idéologique qui était le péronisme, qui a structuré toute la vie politique du pays. Il fallait en plus qu'on se retrouve avec El Cordito, l'idiot du village. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe en Argentine pour vous? Bah, écoutez, l'Argentine est un pays qui, il y a encore un siècle, était une des économies les plus fortes au monde. Oui, on l'oublie. Euh, L'Argentine, l'Argentine a suscité énormément d'espoir il y a un siècle. Euh, à l'orée du XXe siècle, les, les puissances émergentes, c'était l'Argentine et les États-Unis. À la fin du XIXe siècle, c'était les puissances émergentes, les États-Unis et l'Argentine et les États-Unis. Elles étaient au même niveau. Et puis ça a été la longue descente aux enfers parce que je fais un petit peu d'histoire là, parce que Peut-être. les États-Unis ont choisi de s'industrialiser alors que l'Argentine a misé tout sur ses exportations agricoles et minières. Et donc les deux modèles ont vraiment commencé à diverger fondamentalement. Euh, je, je voudrais faire une petite parenthèse pour dire, pour mettre en garde que rien n'est jamais acquis, que cette déchéance peut arriver à des pays très évolués, comme certains pays européens, s'ils se négligeaient. Mm, Donc, y compris à la France, tout si à elle fait. se négligeait. On est Donc, d'accord. très attention. Pardon, je, je continue ma parenthèse pour dire que là, par exemple, l'Europe ne devrait absolument pas rater le tournant majeur auquel nous faisons face, qui est le tournant de l'intelligence artificielle, par exemple, que nous loupons totalement, complètement par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine. Bon. Et qui pourrait nous amener dans la déchéance ou dans la dépendance. Ou Mm. dans la dépendance. Le pape aujourd'hui a fait un discours dans lequel il met en garde contre la dictature de l'intelligence artificielle. Nous ne devons pas rater, nous, Européens, ce train en marche. Bon, je referme la parenthèse pour revenir à l'Argentine. Euh, j'ai passé quelques semaines en Argentine début de l'année 2023 et j'y suis retourné donc début 2024. Un chiffre pour vous donner l'amplitude du désastre.
Un dollar était échangé en janvier 2023 à 300 pesos. Un an plus tard, un dollar à 1200 pesos. Donc, la valeur du peso a été divisée par 4 en une année. Maintenant, par rapport au nouveau président, donc, qui est en place depuis décembre, je ne voudrais pas parler de sa personnalité, qui est tout à fait originale, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je dirais que les mesures qu'il a pris, qu'il est en train de prendre, qu'il va continuer à prendre, sont son objectif, c'est la dollarisation de l'économie du pays, Mhm. qui en soi est un objectif compréhensible au vu de la grande volatilité du peso, de la monnaie argentine, mais la manière dont il le fait, euh, en coupant les subventions, en sabrant dans les subventions de la classe moyenne argentine et des pauvres et des miséreux argentins. Et donc la question, c'est que de vouloir euh, générer à nouveau des excédents budgétaires, puisque c'est le cas, puisque l'Argentine a communiqué haut et fort à partir du mois de février donc, de cette année que pour la première fois depuis des décennies, son budget n'était plus déficitaire, sous prétexte de vouloir donc résorber ses déficits budgétaires. Elle affame encore plus la population parce que il s'agit là, pour ce président et pour son gouvernement, de sabrer dans les dépenses publiques. L'Argentine, pour le bien ou pour le pire, l'Argentine est un pays où il y a énormément de fonctions publiques, et qui sont évidemment donc payées par l'État, que ce soit à tous les niveaux, que ce soit des fonctionnaires de ministère ou alors des chemins de fer. Et le fait est que l'administration Milei a réduit entre 20 et 50% les salaires de ses fonctionnaires pour pouvoir économiser de l'argent par ailleurs et plaire au FMI, euh, dont elle est toujours sous perfusion. Alors voilà, certes, ils sont revenus à un budget à l'équilibre, mais la pauvreté de ce pays prend une tournure dramatique. Je veux dire, dans les rues de Buenos Aires, vous vous promenez et vous voyez des gens qui n'ont rien à faire là sur le trottoir en train de dormir sur des matelas, avec des couvertures. Ça fait terriblement mal au cœur. Et évidemment, pour poursuivre son objectif, Milei et son gouvernement euh, ne font qu'appauvrir davantage une population sinistrée par des décennies et par des décennies de mauvaise gestion économique, par des décennies de monnaie qui est en chute continue. Et finalement, les seuls qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, c'est ceux qui ont des dollars, et donc les riches. Parce que, imaginez le pouvoir d'achat de ceux qui détiennent des dollars. Imaginez leur pouvoir d'achat euh, d'un d'un dollar à 300 pesos, comme je vous le disais en janvier 2023, à un pesos qui a atteint 1200 par rapport au dollar un an plus tard. Alors bien sûr, il y a une inflation qui est terrible aussi en même temps. L'inflation, elle est d'environ de 200% l'an, mais elle n'est pas aussi... elle ne compense pas la baisse du pesos. Et donc, pour en revenir par là, cette politique sans discernement de la part du nouveau président argentin, elle a pour effet d'enrichir les élites argentines et de faire basculer dans la pauvreté ceux ceux qui arrivaient à vivre jusque-là décemment avec des salaires certes très bas, mais juste bons pour leur vie quotidienne. Et dans tout cela, malheureusement, vous avez un peuple, qui est le peuple argentin, qui est un peuple exemplaire, parce que ce sont des gens qui prennent leur mal en patience,
Et contrairement au Liban dont on parlait tout à l'heure, qui est en train de basculer dans l'insécurité, malgré tout ce qui se passe en Argentine, bon, je n'ai moi-même été qu'à Buenos Aires et que dans quelques autres villes argentines, donc dans des centres. Malgré tout ce qui se passe en Argentine, malgré cette pauvreté extrême, vous avez des gens qui sont toujours très dignes et vous n'avez aucune insécurité. Si vous voulez, est-ce qu'il n'y a pas un risque de tout simplement un scénario bis repetita? Parce que moi, j'avais interviewé au tout début de la revue que je dirige, Perspective Libre, j'avais interrogé Lavagna, donc le ministre du Travail argentin, qui avait, disons, dévalué le peso par rapport au dollar pour sortir l'Argentine de la crise très grave, où, comme elle avait arrimé sa monnaie au dollar, donc Oui, à une monnaie qui était beaucoup trop forte pour eux, euh, ça, euh, ça a plongé l'Argentine dans le chaos. Est-ce que, si vous voulez, parce que là, on a inflation, dollarisation, euh, euh, influence de certaines organisations internationales et particulièrement du FMI, euh, on- ça a un horrible goût de déjà-vu. oui, bien sûr, ça a un goût de déjà-vu terrible dans ce pays qui a toujours été cité depuis les 20 dernières années pour son hyperinflation. Et je peux Hmm. vous dire, l'hyperinflation, pour l'avoir vécu en Argentine, Hmm. et aussi pour l'avoir vécu au Liban, mais l'hyperinflation pour l'avoir vécu en Argentine, c'est très difficile de pouvoir survivre Oui, à bien sûr. l'hyperinflation, ne serait-ce que de manière pratique, parce que c'est peut-être caricatural ce que je vais vous dire, c'est peut-être un détail, mais vous allez dans les magasins en Argentine, il n'y a pas de prix, parce que les prix peuvent évoluer du jour au lendemain. Vous allez dans une boutique, vous allez au supermarché, on vous dit le prix de cette denrée ou le prix de cette chose est de temps maintenant. Maintenant. On a de la chance en Europe de n'être pas là, hein. Je veux dire, ça induit une instabilité psychologique et morale invraisemblable. Même pour les gens comme moi qui savent qu'ils sont là pendant quelques semaines. Euh, Lorsque vous allez au supermarché, là aussi détail pratique, mais qui pollue la vie, vous êtes obligé de faire la queue au supermarché tout le long du supermarché pendant 1 heure parce que il faut mettre un quart d'heure à compter les billets. Un quart d'heure à compter les billets. C'est invraisemblable, mais il y a une perte de temps qui se, qui se répercute sur tous les pans de la vie quotidienne. Donc oui, oui, ce pays est en perdition. Ce n'est pas l'administration actuelle, hélas, pour le peuple argentin qui va changer les choses. La sortie du tunnel n'est pas là. L'Argentine essaye de faire des accords économiques avec le Brésil. La raison pour laquelle j'avais été consulté, c'est parce que ils avaient des rêves d'union monétaire avec le Brésil, que le peso soit dans un genre de serpent monétaire avec le réal brésilien, mais les Brésiliens n'ont aucun intérêt à faire cela. Les Brésiliens n'ont aucun intérêt économique à faire cela. Je veux dire, l'économie du Brésil est florissante, le réal est très stable. Il n'y a aucune raison, les Argentins viennent seulement de le comprendre, que ce serait totalement contre-productif pour le Brésil de faire ce type d'alliance avec l'Argentine. Donc malheureusement, ce pays sera toujours sous perfusion. Merci, cher Michel Santi, de ce petit commentaire d'actualité. Et nous vous souhaitons le plus grand succès j'espère, pour l'affaire de la Banque nationale suisse. On ne sait jamais. Hein, mais en tout cas, ce serait je pense que ce serait une très belle expérience de s'ouvrir à un peu d'hétérodoxie économique efficace. Voilà. Merci infiniment, Pierre-Yves. À bientôt. Au revoir.
Cher camarade, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.